Port autonome d'Abidjan, une référence internationale. Cette émission vous est présentée par la SODEMI, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. Bonsoir à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur NCI, merci de suivre ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. Semaine marquée par le rejet de la réclamation de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo concernant sa présence sur la liste électorale, selon le PPACI son parti, en dépit de la non-inscription de son leader sur cette liste électorale. L'ex-président ivoirien n'est pas affecté par cette situation et entend se battre jusqu'au bout pour le rétablissement de son honneur et de sa dignité. On en parle évidemment dans la première partie de cette émission. À la une également ce soir, le retrait en cascade de plusieurs pays de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La juridiction de l'Union africaine voit à ce jour 4 des 10 pays dont l'État siège, à savoir la Tanzanie, avoir ratifié la déclaration de compétences, claquer la porte de l'institution judiciaire. Pourquoi ces retraits ? Décryptage également à suivre. Enfin, nous évoquerons la fin de la MINUSMA au Mali, la mission des casques bleus, avec un départ accéléré sous 6 mois, conformément aux souhaits du gouvernement de transition malien. Voilà pour le sommaire. Avec moi en plateau ce soir pour en parler, Geoffroy Julien Kouao, il est politologue, écrivain, habitué de cette émission. Bonsoir. Bonsoir Ali. Merci d'être là. Docteur Tawa Prince, enseignant-chercheur à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké, 3e vice-président de Juris Academia. Bonsoir Ali. Bonsoir, bienvenue. Merci. Docteur Boga-Sako Gervais, enseignant de droit et président de la FIDOP. Bonsoir, docteur. Enseignant de droit de l'homme. De droit de l'homme, exactement. Voilà. Bonsoir, cher ami. Merci Bonsoir, beaucoup. Cher téléspectateur. Merci d'être là. Merci beaucoup. Landry Landry Couillot, juriste, enseignant à l'ENA. Bonsoir, Landry. Bonsoir, Ali. Merci d'être là. Docteur Arthur Banga, enseignant-chercheur, historien et analyste politique. Bonsoir. Bonsoir, Ali. Merci d'être là. Alafé Ouakili, journaliste, directeur général de l'Intelligent d'Abidjan, par ailleurs à la tête d'une organisation de la société civile. Bonsoir Alafé Ouakili. Bonsoir Ali. Merci d'avoir accepté notre invitation. Messieurs, vous le savez, la Commission électorale indépendante a rejeté le recours de l'ancien président Laurent Gbagbo qui réclamait la réinscription de son nom sur la liste électorale. Le président du PPACI dit avoir pris acte de cette décision, à en croire son porte-parole, décision qu'il juge injuste et appelle ses partisans à la mobilisation pour les élections locales du 2 septembre prochain. Je vous propose de faire le point avec Pierre Di-Pomelin et on en parle juste après. L'ancien chef d'État Laurent Gbagbo ne pourra pas prendre part au vote des maires et présidents des conseils régionaux le 2 septembre prochain. Son recours à la CEI pour la réintégration de son nom à la liste électorale a été rejeté. Le PPACI, son parti, en a fait le constat à l'affichage des conclusions issues des réclamations dans les CEI locales. Après consultation de la liste affichée, la direction du PPACI tient à informer officiellement l'opinion nationale et internationale, les militants et sympathisants, que la proclamation de son Excellence Laurent Gbagbo, président du PPACI, a été rejetée, malgré la voie de recours, et les arguments légaux développés. Laurent Gbagbo et le PPACI jugent injuste et arbitraire cette décision. Cependant, ils prennent acte et fixent désormais le regard sur les échéances électorales, tout en mobilisant les militants autour des candidats du parti. Informé de la situation, son Excellence Laurent Gbagbo, président du PPACI, en a pris acte. Il considère cette non-inscription comme une manœuvre politicienne, visant à l'écarter de la vie politique, et ce, dans le but de diminuer l'ardeur et la mobilisation des militants et sympathisants du PPACI pour les élections locales prochaines. L'ancien chef d'État est sous le coup d'une condamnation à 20 ans de prison par la justice ivoirienne pour le braquage de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest lors de la crise post-électorale de 2011. Gracié par le président Alassane Ouattara, il reste déchu de ses droits civiques et politiques. Seule une loi d'amnistie pourrait le rétablir dans ses droits. Finalement, messieurs, l'issue n'a pas été favorable pour le président Laurent Gbagbo et pour son parti qui souhaitait que son nom soit réinscrit sur la liste électorale. Le verdict est tombé dans la nuit de mercredi à jeudi. Réaction ? Geoffroy Kouao ?
Oui, mais ce n'est pas du tout une surprise pour tout observateur de la scène politique. Pourquoi ce n'est pas une surprise? Oui, parce que simplement ce recours administratif devant la CEI était un recours de témoignage. Laurent Gbagbo voulait prendre à témoin la communauté nationale et internationale de sa volonté de participer au processus électoral. Seulement, la CEI a toujours affirmé qu'elle ne reviendrait sur sa décision que si M. Laurent Gbagbo présentait des faits nouveaux. Ce qui, à l'évidence, n'a pas été le cas. Mais comme l'a dit le communiqué du parti, il en prend acte et la lutte n'est pas terminée. Il lui reste actuellement, au regard des dispositions pertinentes du code électoral, le recours juridictionnel. Il a 3 jours pour cela, pour saisir le tribunal de première instance du plateau, qui a 5 jours pour rendre une décision en dernier ressort, c'est-à-dire non susceptible de voie de recours. Et puis après, il y a ce que j'appelle volontiers le recours politique, c'est-à-dire demander une mesure d'amnistie. Et cela peut se faire à travers son groupe parlementaire au Parlement, mais ne soyons pas rêveurs, en ce sens que M. Laurent Gbagbo n'a pas de majorité au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, encore moins au Sénat. Et même avec l'apport de son allié éventuel, le PDCI, ils n'ont pas cette majorité. Il ne faut pas aussi attendre certainement un projet de loi allant dans ce sens, c'est-à-dire venant du président de la République, parce que nous sommes en politique et je ne vois pas comment le président de la République, sachant très bien qu'en 2025, M. Laurent Gbagbo est le véritable candidat avec Henri Konan Bédié qui peut lui ravir la victoire, lui faire un cadeau présidentiel en prenant une mesure d'amnistie. Arthur Banga? Ouais, moi, je n'ai pas été surpris. Je pense que personne n'a été surpris, y compris le PPACI, Laurent Gbagbo en tête, parce qu'effectivement, tous les éléments qui pouvaient emmener à un changement de cette décision n'étaient pas réunis. Nous, on a dit sur ce plateau, il y a quelques années, que les militants, les responsables du PPACI devaient avoir le courage de dire à leurs militants qu'en l'état actuel, leur président ne peut pas être candidat. Mais je pense que aujourd'hui, c'est officiel, c'est clair. Cela dit, je suis bien d'accord, la bataille n'est pas terminée. Il reste ces cas évoqués, mais même sur le plan juridictionnel, je pense qu'ils ne le feront pas, ça se voit dans le communiqué. Justement, est-ce que si c'était prévu, ça n'allait pas être annoncé dans le communiqué produit, lu par le porte-parole du parti? Quand je lis le communiqué, je vois que le seul instrument qu'il tire, c'est essayer de mobiliser pour les municipales. En fait, Laurent Gbagbo, quand on lit la fin du communiqué, il dit, voilà, il en appelle donc à la mobilisation pour faire triompher par leur vote les causes de la justice et de la démocratie dans le pays. Donc, il dit en quelque sorte que les élections municipales ne seront pas que des élections municipales. Ça sera aussi l'occasion de montrer que politiquement, cette décision est unique, elle ne passe pas. C'est quand même un pari risqué, parce que ça signifierait que en cas de bons résultats du PPACI, je ne parle même pas de victoire parce que le PPACI ne pourra pas gagner les élections municipales qui arrivent, mais en cas de bons résultats... Bon, ça c'est un autre débat, mais j'ai bien envie de vous demander sur quoi vous vous fondez pour faire cette assertion. Le PPACI ne pourra pas gagner les élections municipales. Poursuivez, c'est quand même votre point de vue que je respecte. Peut-être qu'ils pourront faire de bons résultats, auquel cas, ça va redonner de l'allant à cette réclamation, mais attention, camouflé. Si après, il se retrouve avec une région, une dizaine de communes... on pourra en tirer une conséquence politique. Enfin, je vais terminer pour dire que oui, ce n'est pas terminé. Le président Alassane Ouattara peut bien l'initier. Je pense que pour Alassane Ouattara, l'amnistie était tout à fait calculée. Pardon, c'est l'amnistie, ça, oui. l'amnistie, Oui. Il a gracié. La grâce était tout à fait calculée. Pour moi, ça lui permet de garder encore un élément dans les négociations. Il va voir en fonction de l'évolution politique, en fonction des tensions ou pas, en fonction de la disposition de Laurent Gbagbo. D'ailleurs, je vais terminer par féliciter les 2 discours de Laurent Gbagbo sur cette question. Le dernier discours qu'il a fait lors de la CEI et finalement sa réaction. Sa réaction là, c'est une réaction responsable. Comme il a dit il y a quelques fois, aujourd'hui, ils ont pour principale mission de laisser la paix. Et contrairement à ces lieutenants qui menaçaient, on allait utiliser tous les moyens et tout, on voit de la responsabilité, on voit de la maturité, on voit le Laurent Gbagbo qu'on souhaite avoir, et on espère, ça peut convaincre Alassane Ouattara demain, et ça peut aussi emmener ses députés à proposer une loi amnistie, mais il n'y avait pas de surprise, sauf que là, ça devient une question politique, mais même cet enjeu politique est risqué au vu de comment se lancent ces élections municipales. Boga Sako Gervais, je vous vois bouillonner, allez-y. Non, je bouillonne. En même temps, je m'interroge. Parce que c'est vrai qu'on analyse une situation aujourd'hui, mais moi, pour nous qui travaillons sur la question des droits de l'homme, ce n'est pas terminé. Ce n'est rien d'autre qu'un transfert.
C'est-à-dire transfert de quoi? Transfert de combat, transfert de débat, transfert de conflit. Parce que la présidentielle, c'est demain. En fait, à la réalité, c'est que les municipales et régionales ne sont que la préparation... des élections de mi-mandat, exactement, disons. La préparation de la présidentielle qui arrive. Et donc, en fait, aujourd'hui, là, je note que le combat, là, sur cette question-là, on le sursoit pour le reprendre demain. En attendant, concentrons-nous sur les municipales. Mais vous me permettrez, après tous les débats que j'ai suivis sur ce plateau, de magnifiques débats, en tout cas, je voudrais vous féliciter parce que c'est ça notre rôle. On est allé à l'école, nous, on n'est pas des milliardaires, nous sommes des intellectuels, on réfléchit. Ça. Donc, c'est ce que nous faisons sur ces plateaux. Donc, que les gens souffrent, que nous réfléchissions. Alors, je réfléchis. Réfléchissez, allez. Écoutez, moi, je me pose froidement la question, finalement, qui a extrait le nom de M. Laurent Gbagbo de la liste électorale? J'avoue que quand je vous ai suivi de loin, ici ou ailleurs, je me suis toujours demandé, finalement, qui a osé le faire? Parce que pour nous, les droits civils et politiques sont des droits fondamentaux. C'est les droits de la première génération. C'est pour cela que même quand un juge condamne un citoyen à 10 ans, à 20 ans, s'il souhaite lui retirer les droits civils, il le maintient dans la décision. Parfois, c'est explicite, parce que c'est une décision très grave. J'ai lu la décision concernant le président Laurent Gbagbo. Nulle part, le juge n'a écrit noir sur blanc que ces droits lui sont retirés. Et cela est d'autant plus vrai que les autres personnes condamnées avec M. Laurent Gbagbo dans le même contexte n'ont pas été retirées de la liste électorale. Et quand on demande à la CEI, elle dit « Moi, j'ai demandé au ministère de la Justice de me fournir une liste. Sur cette liste figurait le nom de M. Laurent Gbagbo. » Mais qui est le ministre de la Justice? C'est le gouvernement. Donc c'est le pouvoir. Parce que moi, je ne peux pas dire que la justice l'a condamné. Il y a d'autres personnes qui ont été condamnées à 20 ans aussi, mais qui, eux, jouissent de leurs droits civils et politiques, mais pas Laurent Gbagbo. Donc, moi, je voudrais dire, et ça va être ma conclusion, le problème où il est situé, là, c'est entre les trois. Et quand vous dites les trois, vous faites allusion aux trois grands leaders. Parce que je veux dire, à un moment, on a crié, c'est dégeler les avoirs de M. Laurent Gbagbo. Mais froidement, de façon glaciale, ça s'est opéré. Il n'y a pas eu de marche, il n'y a pas eu de meeting. Certainement, il y a eu des coups de fil. Les gens se sont parlé. Donc, il y a même eu des rencontres. Il y a eu des rencontres. Donc, à un moment donné, quand on était récemment à Yamoussoukro, lorsque Mme Angela Merkel recevait... Pour la remise du prix... les trois grands étaient là, ça souriait et tout. Donc, quand il y a des problèmes comme ça, il faut qu'ils se parlent. Moi, je suis un peu aigri et je suis un peu révolté que chaque fois que ça va chez eux, on est tout tranquille, mais quand ils n'arrivent pas à s'entendre, le pays doit... Non, il faut quand même, à un moment donné, on nous laisse vivre un peu. Et j'ai dit... Alafé Wakili? Oui, d'accord. Moi, je dirais que ce qui aurait été surprenant, c'était que lorsque le nom du président Gbagbo n'a pas été remis sur la liste, il ne bouge pas et que le PPACI ne fasse rien. Cela aurait été étonnant. Donc, ils ont fait un certain nombre d'actions. Et dès le départ, ce qui est arrivé était prévisible. Parce que dès la première réaction, Katina a quand même appelé les militants à la mobilisation, à ne pas se tromper certainement de combat et à rester vigilant par rapport aux élections de septembre qui arrivent. Dès le premier communiqué, il était clair qu'on n'était pas dans une posture de rupture et de boycott. Cela ayant été dit, tout le reste a été une sorte... peut-être des tentatives d'un coup de force qui n'a pas marché, mais en même temps une petite masterclass, comme quelqu'un l'a dit, pour mobiliser les militants. On en parlait peut-être dans des groupes hors micro. Il y a du mal peut-être pour les partis politiques à mobiliser leurs militants. Mais cette affaire-là a pu donner l'opportunité peut-être au PPACI et puis à Laurent Gbagbo de prendre la parole, de mobiliser autour de lui, de donner peut-être une vision, une bonne raison d'aller à l'élection. Un élément fédérateur, vous voulez dire ? Oui, un élément fédérateur, et il y a eu des séquences. Comme il a dit, peut-être les lieutenants ont mis le feu, lui il vient, il apaise en chef. Donc c'était un jeu de rôle. Chacun a joué sa partition et à présent ça s'est calmé. Relativement à ce que le Dr Boga a dit, moi je dirais on ne va pas peut-être refaire le débat, mais il semble que nous-mêmes on n'a pas compris, on était un peu réservé sur la décision, mais les faits sont simples. Dans le code électoral, il y a un article
qui, en l'absence même d'une décision spécifique qui retire les droits civiques et politiques, il y a la condamnation qui entraîne ça de façon systématique et spécifique. Mais pas chez les autres, quoi. C'est ce qui a valu la condamnation de façon spécifique. Est-ce que les autres ont été condamnés pour les mêmes faits? Ils ont fait recours. Voilà, le recours est suspensif. Mais il est entendu que les autres n'ont pas été condamnés pour les faits précis, là. C'est ça, c'est-à-dire les faits en question, le détournement, là, ils n'ont pas été condamnés pour ça. Voilà, donc je voulais faire cette précision pour dire qu'on aura peut-être l'occasion d'aborder un autre sujet, mais tous on a eu de la réserve sur la question. Et il faut noter peut-être la capacité du PPACI, du président Laurent Gbagbo, d'avoir fait bouger un peu la météo politique, parce que c'est quelque chose qui était fait depuis 2020. Et sans éléments nouveaux, lui, en novembre 2022, il s'est levé et il allait se faire actualiser ses données où les uns se font enrôler à nouveau. Donc, il a créé... On revient à vous tout à l'heure. Il y a un élément nouveau. C'est quoi l'élément nouveau? En 2020, il était hors du pays. Donc, il n'était pas consacré par la guerre politique, par la bataille électorale. D'ailleurs, il a mené ses Non, en fait, sa non-prise en compte, sa non-présence sur la liste électorale n'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Donc, il est entré quel élément nouveau et puis il s'est déplacé en considérant que peut-être sa présence, son retour au pays pouvait constituer une réalité nouvelle et il est parti devant la CEI. Bon, il a tenté un coup politique qui n'a pas marché, mais ça a permis de mobiliser sa troupe et on verra l'impact que cela pourrait avoir dans les urnes. Sur les élections locales notamment. Docteur Tawa Prince, oui, comment vous réagissez? Je rejoins également mes collègues sur le plateau pour constater que moi je pense qu'il ne fallait rien attendre de la CEI dans la mesure où le président de la CEI à plusieurs reprises s'est prononcé sur la question, justifiant le retrait. Alors moi, pour répondre à Dr Boga, celui qui fait le retrait, c'est le président de la CEI. Et je pense que c'est lui qui a le courage administratif de le faire. Il communique dessus et il explique. Vous voulez dire les prérogatives administratives? Prérogatives, mais aussi le courage. Le courage administratif. D'accord, très bien. C'est le courage administratif. Parce qu'il faut bien que quelqu'un fasse cela et ait les arguments pour le faire. Et c'est lui qui le fait. Donc, à partir de ce moment, il ne fallait pas s'attendre à ce que lui, il le fasse sans une autre décision politique. Et je pense que... ou juridique. Bon, j'ai politique. Parce que sur le processus judiciaire, il a dit partout que c'est terminé. Il n'y a plus de voie de recours possible. Donc, c'est lui qui le fait. Mais je pense que le PPACI, et vous avez dû le remarquer, à la présentation des candidats du parti, le président lui-même, il est là. C'est aussi, finalement, pour lui, un élément de mobilisation. Et c'est un test. Au résultat, peut-être que ça va servir également à mettre dans la balance dans d'autres négociations politiques. C'est peut-être là qu'il faut espérer quelque chose. Landry? Merci bien, Ali. Pas de surprise, pas parce qu'on se dirait que la CEI camperait sur sa position, c'est parce que de l'autre côté, il n'y a pas de nouveaux faits, il n'y a pas de nouveaux arguments. C'est aussi clair que ça. Pour ce qui est de son retrait, d'un point de vue du fondement juridique, la CEI a tiré une conséquence légale claire. Il n'y a pas d'ambiguïté sur la question. Laurent Gbagbo conteste la condamnation en elle-même. Mais pour ce qui est du processus du retrait, il ne peut pas contester. Alors, pour moi, lorsque Laurent Gbagbo garde la posture selon laquelle il mènerait et continuera à mener le combat, ça peut être de l'ordre juridictionnel, puisqu'il y a encore un recours. Il peut l'utiliser, même si on se dirait, au final, ça ne donnerait rien, mais au moins, c'est une action de témoignage, comme disait Dr Kwao. Autre chose, c'est que le combat n'étant pas que juridique ou administratif, il est aussi politique. Surtout politique. Il est surtout politique. Et donc, par voie de conséquence, ils vont certainement aborder la chose. Sauf que, ce qui est important de retenir, c'est qu'il ne subordonne pas le destin de son parti nouveau au sien. Et ça, c'est un élément nouveau dans la réunion politique. Et ça, c'est important de le souligner. Est-ce que c'est une question de sagesse? Non, pour moi, c'est de la lucidité. C'est de la lucidité parce que le PPACI tel qu'il est un parti qui vient de naître, qui est fragile et qui est incapable d'aller à la confrontation, quand bien même, pour l'origine et à l'origine, avec le FPI, la confrontation a donné des lettres de noblesse à ces personnes-là. Donc, ils ne sont pas en capacité de le faire. Deuxième chose, c'est qu'il y a un personnel politique qui a besoin d'exister. Les élections locales permettront certainement à des cadres du
PPACI, qui ont pignon sur rue dans certaines localités, de se faire valoir, d'asseoir leur leadership. Quand bien même ils ne gagneraient pas ces élections, ils ont besoin de pouvoir compétir. Je vous promets que si on avait une décision autre au niveau du PPACI d'aller au boycott, beaucoup se seraient dissociés, désolidarisés de cette décision-là parce qu'ils ont besoin d'exister politiquement parlant. Donc, pour ma part, c'est une décision qui est lucide et qui nous permet d'apprécier que la branche modérée de ce parti-là l'emporte sur les radicaux qui auraient bien sûr aimé aller à une sorte de confrontation quand bien même on n'aurait pas pu obtenir ce que l'on veut gagner en tant que tel. Donc, pour clore mon propos, c'est qu'on a donc, d'un point de vue politique, un Laurent Gbagbo qui va certainement travailler à une solution politique concernant sa situation, parce que jurisprudence par rapport à l'acte coutumier en Côte d'Ivoire, cela existe. Deuxième chose, il ne subordonne pas son destin à celui il ne subordonne pas le destin de son parti au sien. Et donc, il permet donc au PPACI de se donner des chances. Mais comme Arthur le disait tout à l'heure, il y a un risque énorme, puisqu'il tente un coup de maître, c'est lui de faire de ces élections locales un véritable plébiscite sur sa personne. Si cela passe, c'est-à-dire sur un résultat qui est appréciable, un résultat qui nous montre que ce parti a de l'existence, a de la capacité et a du contenu, tant mieux pour lui. Mais si les résultats sont autres, ma foi, ça va plomber son parti dans la dynamique de projection de 2025. Arthur Manga, je vous donne la parole juste après avoir entendu Kokora qui nous appelle de Lakota. Monsieur Kokora, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Ali Darasouba. Vous plaidez pour une loi d'amnistie en faveur de l'ex-président ivoirien? Oui, effectivement, c'est ce que j'ai dit. Moi, je souhaiterais que le président Alassane Ouattara prenne une loi d'amnistie pour qu'il y ait en définitive et finalement la paix en Côte d'Ivoire. Parce qu'on a assez couru, on a perdu beaucoup de biens. Et aujourd'hui, à l'allure où vont les choses là, nous ne voudrons plus refaire les mêmes courses. Donc, je prie vraiment le président de la République de Côte d'Ivoire de prendre une loi d'amnistie en faveur du président Laurent Gbagbo. Merci. Merci beaucoup, monsieur Kokora. Merci de nous avoir appelés depuis Lakota. Oui, non, je reviens à vous tout de suite. Oui. Non, bien sûr, vous aurez le temps de parler, ne vous inquiétez pas. Arthur Manga, allez-y. Est-ce que pour vous, que le président de la République, comme vient de le suggérer monsieur Kokora, qui vient de nous appeler à l'instant, est-ce que le président de la République pourrait prendre une loi d'amnistie selon Geoffroy Kouaou tout à l'heure? C'est invraisemblable. Avant d'arriver, voilà, justement, avant d'arriver à mon propos, je vais répondre à ça. Allez-y. Pour moi, déjà, l'initiative d'une loi d'amnistie, c'est là que je ne comprends pas le PPACI. Le PPACI a tout à fait l'initiative d'une loi d'amnistie à travers un groupe parlementaire. Je l'ai dit ici en face d'un de leurs représentants. C'est à vous d'engager ce combat juridique en mettant législatif, en mettant en avant la paix. Et comme ça, comment ça contraint les autres? Si vous mettez la paix au cœur de l'amnistie, on va voir maintenant, en quelque sorte, la question qui ne veut pas la paix. C'est comme ça qu'ils mènent le débat pour dire on va à l'Assemblée nationale pour savoir qui ne veut pas la paix. Maintenant, pour le président Alassane Ouattara, non, je reste confiant. À la place d'Alassane Ouattara, j'aurais fait exactement la même chose. Parce que j'ai la possibilité de casser l'ambiance, casser les tensions avec une grâce, sans me condamner, tout en gardant toujours un élément dans les discussions. C'est ça. Mais s'il met tout de suite, il lui reste quoi jusqu'en 2025? Mais aujourd'hui, il a fini la grâce. Il a fini, comment on appelle ça, l'argent. Le dégel. Le dégel des avoirs. Même si l'argent s'était divisé en deux dans certaines conditions, il a donné l'argent. Il reste maintenant la question de l'amnistie. C'est une arme qu'il a. En fonction, justement, en fonction de ce que lui dira Laurent Gbagbo, ce que diront les Ivoiriens, comme ce que M. Kokora vient de dire, c'est peut-être nécessaire ou indispensable à la paix, en ce moment, il ressortira. Je vais terminer maintenant ce que je voulais dire. Mais je pense qu'il lit quand même un peu, hein, pas aussi radicalement, mais il lit à sa question, puisqu'il fait désormais des élections municipales un référendum pour ou contre son inscription ou pas sur la liste. Il dit clairement, on va se mobiliser pour réparer cette injustice. Ça veut dire que l'injustice est toujours au cœur de l'action du PPACI. Donc, il lit toujours son destin, peut-être pas de façon aussi radicale. Mais autre point qui est assez intéressant, puisqu'on est mais cette fois-ci, je reste dans la symbolique du divorce, mais quelque chose qui est assez intéressant, qui est frappant, c'est l'isolement du PPACI. Mais c'est frappant. Il n'y a que le PDCI qui a pris fait et cause pour Laurent Gbagbo. Tous ceux qui faisaient la gauche d'hier, j'ai envie de dire au-delà des divorces, mais là, on est dans un vrai divorce politique. On n'a pas entendu le MGC, on n'a pas entendu le FPI de Pascal Affi-N'Guessan, on n'a pas entendu le COGEP, on n'a pas entendu tous ces mouvements de gauche. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans cette division de la gauche que nous disons depuis longtemps. Et c'est aussi le symbole de cette division. Il n'y a que le PDCI
qui a parlé un peu de cette affaire. Les autres, non. Ils sont concentrés sur leur événement. Geoffroy Kouao? Oui, M. Kokora émet là un souhait. Seulement que nous sommes sur le terrain politique. Et en politique, c'est moins le souhait que le factuel. Et le factuel procède du rapport de force. Et là, le rapport de force est en faveur d'Alassane Ouattara et en défaveur donc du PPACI de Laurent Gbagbo. Souvenez-vous, ces événements se déroulaient en 2005. M. Laurent Gbagbo était chef de l'État, président de la République, et M. Alassane Ouattara était président du RDR, parti d'opposition, membre de la coalition RHDP. Et M. Alassane Ouattara était, n'est-ce pas, avait un souci d'éligibilité pour des raisons que tout le monde connaît. Mais M. Laurent Gbagbo était amené à prendre, à activer ses pouvoirs de crise constitutionnels pour permettre l'entrée en jeu sur le plan électoral de M. Alassane. Mais pourquoi? Parce qu'à cette période, dans le contexte de cette période, M. Laurent Gbagbo était en position de faiblesse politique, tant sur le plan externe que sur le plan interne. Sur le plan externe, vous vous souvenez, toute la communauté internationale était contre lui, le système des Nations Unies, l'Union africaine, la CEDEAO et d'autres partenaires éternels, ad vitam aeternam, la France. Et au niveau interne, une partie du pays était occupée par la rébellion, et l'ensemble des partis d'opposition les plus significatifs étaient regroupés au sein du RHDP. Avec la rébellion. Avec la rébellion. Donc, M. Laurent Gbagbo était totalement isolé à l'extérieur et à l'intérieur. Il était donc contraint politiquement de prendre cette mesure pour M. Alassane Ouattara. Aujourd'hui, est-ce que M. Laurent Gbagbo est en position de force par rapport à Alassane Ouattara? Non. Alassane Ouattara, aujourd'hui, est adoubé par la communauté internationale. Dans le contexte géopolitique de l'insécurité sous-régionale, il est vu comme le modèle parfait, comme une digue contre le terrorisme par les Occidentaux. Donc, sur le plan international, c'est l'élément essentiel de l'Occident en Afrique de l'Ouest. Sur le plan interne, son bilan économique et social est extrêmement reluisant. Souvenez-vous, il a augmenté le SMIC, il a augmenté le traitement des fonctionnaires. Sur le plan économique, ce sont des infrastructures. Sur le plan politique, il a la majorité, et au Sénat, et à l'Assemblée nationale. Il a la majorité des communes, il a la majorité des conseils régionaux. Dans un tel contexte, où tout est en sa faveur, je vois mal Alassane Ouattara faire la passe à Laurent Gbagbo qui, disons-le honnêtement, s'il vous plaît, avec Henri Konan Bédié, le seul qui peut le battre en 2025. Et il sait très bien que, Alassane Ouattara le sait, si en 2025, Henri Konan Bédié est candidat, Laurent Gbagbo est candidat, nonobstant son bilan économique et social que je viens de rêver, dans le contexte de la sociologie politique ivoirienne, basée sur des idiomes communautaires, il n'est pas battu. Bien sûr. Non, quand c'est comme ça, c'est difficile, monsieur. Non, je vous comprends. Ne vous inquiétez pas. Oui, il n'y a pas de problème. Vous allez intervenir. Docteur Prince Tawa, d'abord, ensuite les autres. Allez-y. Merci, Ali. Alors, moi, non, vous allez répondre, ne vous inquiétez pas. C'est le raisonnement qui consiste à penser qu'il faut faire la passe à son adversaire politique seulement quand on est en difficulté. C'est grave. C'est grave. Mais c'est grave. C'est réel, je suis d'accord, mais c'est grave. C'est pour ça qu'il parlait de factuel. Oui, parce que, alors, peut-être, as-tu le dit, le PPACI est isolé, mais peut-être que ce message a pu être entendu. Attention, il y a encore quelques radicaux qui attendent ce genre de message. De sorte que, finalement, quand on n'a plus de possibilités, on se lance comme un kamikaze. Et peut-être que ça va produire, je veux dire, l'effet contraint. Non, je pense que le président Ouattara gagnerait aussi à être, finalement, dans le jeu politique, à faire preuve de grandeur, bien sûr, au moment où il a toutes les cartes en main, et fait la passe comme il le faut. Et on le souhaite tous, sans forcément être dans les arènes politiques, comme il le faut, à Laurent Gbagbo, là, il a gracié, mais bien sûr, avec une loi d'amnistie. Et puis peut-être, il y a une autre possibilité de discussion entre les trois qui peut aboutir à ce que les trois se retirent du jeu politique, mais bien sûr, en donnant à Laurent Gbagbo la possibilité au moins de participer au scrutin en tant qu'électeur. Je voudrais... Oui, docteur Boga, c'est quoi, allez-y? Je voudrais faire un additif à mon prédécesseur, puis dire à Kouao, dont j'apprécie l'analyse aussi pertinente. Je voulais lui dire deux choses. La première, c'est que ce n'est pas dans l'intérêt
du président Ouattara d'attendre qu'il y ait du grabuge, qu'il y ait des tensions avant d'eux. La grandeur d'un homme d'État, c'est de toujours se battre pour que le pays soit en paix. Il est, comme vous l'avez décrit au niveau de son mandat et tout, non, aujourd'hui, je pense que c'est dans son intérêt lui-même. Parce que de toute façon, qu'on le veuille ou pas, il est vers la fin, il est vers la sortie aussi, de laisser à la Côte d'Ivoire un pays finalement en paix. Il peut dire, j'ai pris le pays en crise grave et je l'ai pacifié en partant. Moi, je pense que c'est à son mérite. Parce que tenez-vous bien, chers frères et amis Kwao, allons-y en 2025. M. Ouattara est candidat pour remplir pour un 4e mandat. M. Gbagbo n'est pas candidat. Vous imaginez ce qui peut encore arriver? C'est comme si c'est du remake. Et nous, on prévient toujours. Moi, quand j'ai l'occasion, je lance toujours cet appel-là. Je dis, le chef de l'État, président de la République aujourd'hui, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai dit tantôt que c'est une translation. Le débat, là. Il n'a même pas raison d'être parce que M. Laurent Gbagbo n'allait pas être maire dans toutes les communes de Côte d'Ivoire. Donc, la réalité, le problème a été calmé pour après. Et d'où les analyses que vous avez faites selon lesquelles ça a sorti à galvaniser à nouveau ses troupes. Parce que de toute façon, Laurent Gbagbo reste toujours un opposant, quelqu'un qui a toujours un contact particulier avec la... Une figure politique historique, évidemment. Avec ses bases. Donc, ce sujet-là lui a permis de sortir, de lancer le mot d'ordre. Le mot d'ordre, réveillez-vous, le combat n'est pas terminé, voilà encore les injustices continuent, nous sommes partis de gauche, battons-nous toujours. Ça, c'est pour la municipale. Mais le vrai débat reste après. Et moi, je vais dire au président de la République, il ne faut pas attendre qu'il y ait le feu avant d'agir. D'accord, Landry Couillot. Déjà, j'avais envie de vous demander mais pourquoi on pense qu'il y aura le feu, mais... Bon. Je vous aurais répondu. Oui, bien sûr. Quand M. Kwao parle de rapport de force, je veux dire que la politique en Afrique, là, surtout en Côte d'Ivoire, ça va pas être toujours une affaire de rapport de force. Quand on regarde les Occidentaux... Mais les mêmes réalités, regardez-les en France. Regardez-les aux États-Unis. Mais il y a des rapports. On n'a pas besoin de rapport de force pour quoi que ce soit. Les lois sont respectées. En fait, on est d'accord. Oui, les lois sont respectées. D'accord. Landry ? Je voudrais dire à notre intervenant tout à l'heure que ce n'est pas le président de la République qui prend une loi d'amnistie. Voilà, il faut préciser les choses. Dans l'esprit de... Nous sommes dans un régime présidentiel. C'est Landry Couillot qui a la parole, monsieur. Non, c'est Ottawa, vous allez intervenir tout à l'heure. Parce que les uns et les autres peuvent penser que Ouattara, dans son bureau, il prend une loi, il a décidé, il l'écrit. Non, ce n'est pas tout comme. Il faut éviter d'avoir ces amalgames-là au point de faire croire aux autres qu'on est dans une démarche monarchique. Non, il a concurrentiellement aux membres du Parlement l'initiative de la loi. Par voie de conséquence, c'est en cela que l'on dit qu'au niveau du PPACI, ils sont en capacité de proposer une loi d'amnistie aidée de leurs éventuels ou virtuels partenaires politiques que constitue le PDCI-RDA et d'autres personnes. Le président de la République, lui aussi, peut surprendre tout le monde, n'est-ce pas, en proposant une loi d'amnistie. Ce que je veux dire, c'est que nous avons... Il y a quelques mois, il y a une année, où le président Adama Togo se fait élire président de l'Assemblée nationale. Les Ivoiriens ont été étonnés du dénouement de cette affaire-là. Lorsqu'on a vu l'entièreté des partis politiques faire bloc pour que le candidat du parti au pouvoir soit élu en considération même de ce qui s'était passé quelques mois avant. On avait cru que c'était terminé, on était dans une situation de guerre ouverte, et pourtant les gens ont eu la capacité, la résilience de pouvoir trouver un accord politique. Alassane Ouattara est un président qui est structuré. Il a une longueur d'avance sur beaucoup de personnes. On peut dire que nous pouvons penser qu'il va agir de telle ou telle autre manière, et pourtant il agirait d'une autre manière. Je suis convaincu que cet homme, après avoir réalisé autant, après avoir construit et fait autant pour la Côte d'Ivoire, a le souci de pouvoir s'assurer une sortie honorable. Il a le souci, sauf s'il est dément. Et pourtant, l'homme est grandement lucide. Par voie de conséquence, on trouvera et se donnera les moyens de trouver les voies et moyens nécessaires pour que ce problème, Laurent Gbagbo, ne soit pas un problème et qu'on ait la possibilité en Côte d'Ivoire de se dire que on est en capacité de voir 3 leaders politiques restaurés entièrement dans leurs droits et en capacité de laisser un héritage politique diversifié
à la Côte d'Ivoire, mais dans le cadre de l'intérêt commun, une Côte d'Ivoire qui est stable d'un point de vue politique et institutionnel. C'est le plus grand projet qu'Alassane Ouattara peut être en phase de réalisation et c'est le bénéfice le plus important qu'il peut laisser à ce pays. C'est en cela que j'ai pleinement confiance et je dis, sauf s'il est frappé de démence. Or, il est intimement lucide et il saura faire au moment opportun ce qui a lieu d'être fait pour que Laurent Gbagbo puisse recouvrer ses... Arthur Manga, ensuite à la Wakili. Oui, pour revenir à ça, la notion de rapport de force n'est pas négligée. La politique est un principe de rapport de force. Et quand Laurent Gbagbo termine son communiqué par dire rendez-vous le 2 septembre, c'est parce qu'il veut créer un rapport de force. Je lui ai dit en début d'émission, si le PPACI fait de très bons résultats, il aurait créé ce rapport de force politique. Il aurait dit, voilà, la décision de m'enlever de la liste est impopulaire, les Ivoiriens l'ont montré, et en faisant de bons résultats à ces élections. Donc, ce sont pas les maires qui vont... Mais il a créé... c'est ce que je dis, il est en train de politiser l'élection, il a réussi à la politiser pour ses militants. Il est en train de dire, il ne s'agit même plus uniquement de municipal, il s'agit aussi de cette injustice qu'il faut réparer d'un point de vue politique. Donc la notion de rapport de force, elle est inhérente à toute politique. Mais c'est là que vient mon mais, j'ai bien aimé ce que j'ai dit, les 2 dernières sorties de Laurent Gbagbo, je les ai vraiment aimées. J'ai vraiment aimé quand il a dit on est arrivé à un stade où on doit laisser quelque chose à la Côte d'Ivoire. Mais je pense que tous les 3 pensent ça d'une manière ou d'une autre. Ils ont l'appétit politique qui est dans leur sang, ils ont fait que ça, mais quelque part. Et ça peut être la question que Alassane Ouattara peut se poser justement, de dire finalement, quelle est la place que je vais laisser dans l'histoire? Et peut-être cette place que je dois laisser dans l'histoire va m'amener à prendre cette décision-là. Je dis, c'est pas à qui. Je ne dis pas qu'il va forcément initier une loi d'amnistie, mais c'est une possibilité. Et je répète, à sa place, j'aurais fait la même chose. Pourquoi me priver d'un élément de négociation? Imaginez-vous qu'il prenait la loi d'amnistie il y a 2 ans, au moins il graciait Laurent Gbagbo. C'est une carte qui perd. Tout est jeu politique, tout est discussion, et dans la discussion, c'est toujours bien d'avoir une carte en plus. Et aujourd'hui, Alassane Ouattara, même si Landry refuse d'accepter qu'il fait des lois, mais c'est tout comme... Il ne fait pas des lois. Il a l'initiative. Il a une écrasante majorité avec un corps de députés soumis comme d'une armée qui attend les ordres. S'il vous plaît, Landry. Et donc ça, naturellement, à partir du moment où l'initié, c'est fait. Moi, je veux noter que si la situation ne change pas en 2025, on a certainement un candidat en moins, qui est Laurent Gbagbo en 2025. On n'a pas encore de garantie que le président Alassane Ouattara va être à nouveau candidat. S'il n'est pas candidat, il y a la question du président Bédia à régler, soit en interne par le PDCI, c'est la seule formule parce qu'il reste éligible. Par rapport à ceux qui ont demandé le retour d'une loi pour limiter à 75 ans la capacité d'être candidat, je pense que sans recourir à une loi, il y a peut-être une sélection qui est en train de s'opérer là. Le président Gbagbo, si rien ne change, ne va pas être candidat. Et le président Ouattara, comme quelqu'un a dit, imaginez que lui soit candidat et puis les autres pas. Ce n'est pas que les autres ont renoncé de façon volontaire, mais les autres sont contraints. Les autres ne peuvent pas, pour des raisons indépendantes de leur volonté, être candidats. Ce serait, démocratique et légal, mais ça va interpeller un peu les consciences. Cela dit, je me dis que les uns et les autres en ont parlé là. Le président a la possibilité, mais je crois que quand il le fait aussi, les gens critiquent, il a la possibilité de prendre une ordonnance. D'autres ont même dit que l'article 48 ancien, devenu article 72-73, peut être, le mécanisme peut être déclenché pour proposer une solution. Parce que il s'est trouvé que quand même dans ce pays, l'article 48 a été utilisé pour donner des décisions anticonstitutionnelles. C'est-à-dire pour prendre des décisions que la Constitution ne permet pas. On peut faire un débat pour dire que le président Ouattara, c'est un abus qui n'est pas concerné. Mais voyez-vous le cas du président Bédié, il avait dépassé 75 ans, il avait 76 ans, il ne devait pas être candidat. Il a été candidat. C'est ce que l'article 48 a permis dans ce pays-là. Donc, au mépris de la Constitution,
Le mot est fort quand même. Mais non, c'est ce qui s'est passé, n'est-ce pas? La Constitution prévoit ça, donc c'est pour mépris de la Non, c'est ce qui s'est passé, non? Non, la Constitution, non. Non, mais vous n'avez pas la parole. Non, La disposition ne devrait pas permettre, la disposition ne devrait pas permettre de prendre des décisions anticonstitutionnelles. C'est anticonstitutionnel puisque la Constitution... Non, on dit tu as plus de 75, tu peux être candidat. Il n'est pas possible, d'une manière ou d'une autre, d'y déroger. Ah non, mais il n'est pas possible. Non, ça ne doit pas permettre d'y déroger. Parce que si on dit tu dois être ivoirien, ça veut donc dire qu'un Guatémaltèque, comme ça se disait avant, un Guatémaltèque, un Péruvien peut être candidat. Parce que l'article... Ali, c'est ça le problème. S'il vous plaît. Oui, c'est important ce que je vais dire rapidement. Ça veut dire, est-ce à dire qu'un non-ivoirien peut être candidat? Si l'article 48 permet tout et n'importe quoi. Non. C'est une question. Je vais dire que on ne peut pas dire que les décisions qui ont été prises à partir de l'article 48 sont anticonstitutionnelles. Parce que l'article 48 est constitutionnel. C'est la Constitution qui donne le pouvoir de le faire. Donc à partir du moment où on le fait, c'est tout à fait légal et c'est tout à fait constitutionnel. Que tu me dises ces décisions sont prises pour masquer ou bien pour contrer certains articles de la Constitution. Oui, mais on ne peut pas dire que c'est anticonstitutionnel. Si on dit que c'est anticonstitutionnel, ça veut dire que c'est une décision qui sort du cadre légal. Elle est tout à fait légale, mais elle est tout à fait inscrite dans notre Constitution, comme dans toutes les constitutions du monde. À un certain moment, en France, par exemple, l'article 16, Zemmour a évoqué l'article 16 avant-hier pour dire dans ces situations, le président peut concentrer les pouvoirs. Qu'est-ce que vous en pensez? Je reviens à vous, docteur Boga Sako. Oui, non, je voulais dire quelque chose, répondre à mon ami Boga. Allez-y. Quand je parle de rapport de force, ne voyez pas la violence. Oui, bien sûr. Le rapport de force est consubstantiel à la politique. Et vous savez, pour nous autres politologues, la grande division, c'est entre les idéalistes et puis les réalistes en politique. Les idéalistes, c'est ceux qui pensent que la politique est faite par les prêtres, les imams et autres, tout ça. Oui, je t'aime, tu m'aimes. Non. Et puis il y a les réalistes qui savent que c'est une bataille, d'une manière ou d'une autre. Même en Europe. Vous avez vu par exemple le cas de Fillon. Qu'est-ce qui s'est passé après? Bon, on a vu chose. C'est très subtil. Voilà. Là-bas, il n'y a pas de... C'est très subtil, c'est très chaud. Il n'y a pas d'armes, aujourd'hui, il n'y a pas de machette. Donald Trump aux États-Unis. Mais c'est ça le rapport de force. C'est ça que je parle. Et M. Laurent Gbagbo dit quelque chose de très important. Il dit, et as-tu l'a relevé plusieurs fois, allons aux élections municipales. Si par extraordinaire, l'opposition, c'est-à-dire le PPACI et le PDCI remportaient les municipales et les régionales, il remettrait la question sur... Le président de la République serait dans une posture politique inconfortable. Il serait dans une posture politique inconfortable. Et en ce moment-là, il serait obligé, évidemment, avec toute la formule qu'il faut, pour amener son camp à prendre une mesure d'amnistie. Mais quand on parle de l'amnistie, Cueillot a raison. On est d'accord. Cueillot a raison. C'est d'abord une mesure législative, donc qui relève de la compétence exclusive du Parlement. Certes, le président de la République peut, par le truchement de l'ordonnance, prendre une ordonnance portant amnistie. C'est ce qui fut fait, d'ailleurs, en 2018. Non, en 2018. L'année précédente, voilà. Mais n'oublions pas une chose. Tant que le rapport de force sera en faveur d'Alassane Ouattara, les choses ne bougeront pas. Et Laurent Gbagbo le sait. Il attend. Boga, vous dites que, pour le moment, M. Laurent Gbagbo temporise. Il attend 2025. Mais oui, il est dans la stratégie. Parce que la politique, c'est la stratégie. Mais pour aller à la bataille de 2025, il lui faut des arguments politiques. Et l'argument politique, objectivement, c'est quoi? Ce sont des postes politiques. Oui, et en l'espèce, les municipales et les régionales. D'accord. S'il perdait ces municipales et ces régionales, science-fiction, au sortir de ces municipales et de ces régionales, Laurent Gbagbo a par exemple deux mairies et puis une région. Mais en 2025, il est grillé. D'accord. Docteur Boga Sako, tout à l'heure, vous vouliez faire une précision sur l'anticonstitutionnalité des décisions qui découleraient de l'article 48 ou 73 nouveau. Je suis tout à fait d'accord avec mon cher ami Alafé, parce que dans un de mes livres, je l'ai même cité, l'article 48, son objet, c'est pas de rendre des personnes inéligibles éligibles. Et c'est pour ça que d'ailleurs même, on considère que ça donne au président des pouvoirs monarchiques. C'est une sorte de dictature. Non, je veux vraiment... Parce que l'exemple qu'il a donné est très intéressant. Une personne étrangère, par exemple, elle est non ivoirienne. Il y a un conflit, etc. Parce que peut-être que la personne a beaucoup investi dans le pays et voudrait être candidate.
et puis ça pose problème. On prend l'article 48, cette personne-là, allez, elle n'a qu'à... Non, maintenant on me dit c'est légal parce que non, parce que la Constitution a à partir du moment où la Constitution le prévoit... Oui, on le sait, mais... Est-ce que c'est pas constitutionnel? Non, mais ça veut dire que, d'ailleurs, à l'époque, on a considéré que M. Laurent... Je viens, on a considéré que M. Laurent Gbagbo a dévoyé, en fait, l'objet réel de l'article 48. C'est vrai qu'ici, il est appuyé, puisque ça lui donne plein pouvoir de le faire. Donc, il a pris les pleins pouvoirs pour nommer quelqu'un qui n'était pas éligible. Parce que la même Constitution prévoit les critères qu'il faut pour être candidat à l'élection présidentielle. Et avec l'article 48, sous le prétexte de l'article 48, il a violé, il a contourné les... Moi, j'ai fait une précision. En fait, il ne faut pas oublier, dans le contexte dans lequel on est arrivé à ça et les calculs politiciens de l'époque. La réforme de la Constitution avait été enclenchée et initiée, elle était presque terminée. Et il y a eu une crise, une tension au niveau des accords de paix qui a fait que la réforme de la Constitution n'a pas pu aboutir, n'a pas pu aller à son terme. Et plutôt que de créer les conditions, de se battre pour aboutir à cette réforme à travers un référendum, le raccourci a été choisi. Pour des calculs simples, il fallait une candidature exceptionnelle une seule fois, de sorte que si le président Bédié et le président Ouattara étaient battus, il n'est plus à nouveau la possibilité d'être candidat. C'est ce petit calcul qui nous amène à l'article 48. C'est tout. C'est-à-dire qu'ils sont candidats dans un esprit une seule fois. C'est-à-dire qu'ils sont candidats une seule fois dans l'esprit. Et après, ils ne peuvent pas l'être. C'est ça. Et tout ça, là, c'est... Monsieur, on est en train de s'éloigner du débat de ce soir. Docteur Tawa, allez-y. Merci. Alors, l'article 48 dit que dans quelles conditions le président y a recours? Quand les institutions de la République sont en danger et quand le fonctionnement régulier de l'État est menacé. Mais qu'est-ce qui est menacé? D'abord, l'affaire Ouattara. Mais attention, il y a aussi Bédié qui finalement est venu dans le jeu. De sorte qu'après Makoussi, ce n'est plus seulement la question Ouattara qu'il fallait régler. Il fallait aussi régler la question Bédié. Et d'ailleurs, c'est pour ça que en 2014, le discours l'appel de Daoukro. Mais Bédié n'est pas gentil après Daoukro. Bédié fait il fait ce appel. Ouais. Il fait cet appel-là, mais il gagne quoi après le changement de la Constitution pour pouvoir revenir dans le jeu politique. Donc, non, la décision de Gbagbo n'est pas anticonstitutionnelle. Elle est constitutionnelle parce qu'elle permet à l'État de retrouver au moins... D'éviter l'embrasement. On va dire ça comme ça. Et de continuer à fonctionner. On a M. Amani qui nous appelle d'Abengourou. Lui, il se pose une question. Il se demande si le président Laurent Gbagbo veut cette amnistie. M. Amani, quel est votre point de vue? Nous vous écoutons. Est-ce que M. Amani est avec nous? Il me semble qu'il est parti. Monsieur Amani, dernière tentative. Bon, il n'est pas là, on poursuit le débat. Landry Couillot, allez-y. J'ai apprécié la question posée par M. Alafé Wakili, qui était pertinente. À bien comprendre la logique de son raisonnement, c'est que l'article 48 utilisé, quand bien même il y a des calculs, dont l'absolu, est un texte qui permet au président de la République, dans des conditions difficiles, de pouvoir restaurer une vérité, une réalité ou établir une certaine justice. De sorte que l'exemple donné, qui est qu'on ne peut pas, juste en utilisant l'article 48, faire d'un étranger, de manière notoire, connu comme tel, faire de lui quelqu'un d'éligible. Donc, si je ramène cela à la réalité, au contexte ici, par rapport au cas Alassane Ouattara, l'article 48 n'était qu'un moyen pour pouvoir rendre justice à quelqu'un à qui l'on a nié la nationalité. Je tire une conséquence. Laissez-le terminer. Landry Couillot terminé et les autres auront la parole pour donner leur point de vue. Il aurait été fondamentalement illégal de faire d'un étranger un Ivoirien, juste parce qu'on veut sauver une situation. Mais c'est ce que permet l'article 48. Non, pas du tout. Arthur, laissez-le terminer. Docteur Mouga, laissez-le terminer. Vous aurez la parole. Docteur Tawa, s'il vous plaît. Docteur Tawa. Docteur Tawa. Docteur Tawa. Ça menace l'État.
Donc, je termine. Non. S'il vous plaît. Je termine parce que faisons preuve de discipline. C'est sur la base du raisonnement que je tire ma conséquence. Alors, d'accord. Je tire ma conséquence. Donc, par votre conséquence. Si donc je dois utiliser un texte pareil, parce que je crois que ce n'est plus l'article 48, n'est-ce pas 76 maintenant, 73, et qui est un mécanisme qui pourrait être utilisé dans un avenir plus ou moins proche. Si l'on bute sur une proposition ou un projet de loi d'amnistie, et que la discussion entre les trois n'aboutit pas, au final, on regardera le président de la République pour lui dire que la Constitution vous donne le moyen de pouvoir agir, d'autant plus qu'en Côte d'Ivoire, de manière antérieure, il y a eu une sorte de jurisprudence. D'accord, monsieur, alors, moi je veux faire la précision suivante. L'article 48... c'est un article de la Constitution. À partir de ce moment, il est constitutionnel. Non. On va pas. Non, oui, bien sûr. Les décisions ne permettent pas de prendre des décisions contraires à la Constitution. On est d'accord. Le disant, le précisant, il n'y a aucun problème. Monsieur, je vous promets qu'on en fera un débat. Le président du Conseil constitutionnel a fait une lecture là-dessus. Kone Mamadou a dit. Lorsqu'il a parlé des dérivés, que les gens ont critiqué, ils ont ri là-dessus, il a démontré que le président Alassane Ouattara n'a pas été un candidat exceptionnel. À titre exceptionnel. Il a démontré. Il a démontré qu'il a été un candidat au mépris même de cette disposition qui n'a pas été appliquée. D'accord. Non, non, il ne dit pas ce qu'il veut, c'est ce qui est. C'est ce qui est. Monsieur Amani, qui nous appelle de la Parce que la décision disait qu'il est candidat une seule fois. La décision disait qu'il est candidat une seule fois. On fera le débat. On fera le débat, ne vous inquiétez pas. Monsieur Amani, bonsoir. Est-ce que vous nous recevez, monsieur Amani? Allô, bonsoir, monsieur Ali. Nous vous écoutons, depuis Abengourou. Monsieur Amani, en fait, moi, il y a un point que je vais souligner. Monsieur Laurent Gbagbo, on fait l'amnistie pour quelqu'un qui ne fait pas l'amnistie. Laurent Gbagbo ne reconnaît pas sa condamnation. Quelqu'un qui ne reconnaît pas sa condamnation, vous voulez qu'on l'amnistie, pourquoi? On a l'amnistie, c'est lui-même. Il n'a qu'à regarder son discours. Il ne reconnaît pas tout, il ne reconnaît pas sa condamnation. C'est ça le problème. On ne peut pas limiter un homme comme ça. Non. Oui, c'est vrai. Il a raison. Non. C'est mon point de vue. D'accord, merci monsieur Amani de nous avoir appelé depuis Abengourou. Docteur Boga? Oui, moi je comprends. Monsieur Amani, il a un point de vue qui est très pertinent. Nous parlons ici d'amnistie. Mais le problème de M. Amani, c'est qu'à la base, le président Laurent Gbagbo même ne reconnaît pas la condamnation. Non, mais c'est depuis la grâce que le problème, c'est pour la grâce que ce problème se pose. Non, donc, M. Amani dit, comment voulez-vous que nous utilisions, nous fassions une amnistie pour quelqu'un qui ne reconnaît même pas le tribunal, la condamnation, et j'ai plusieurs fois suivi les communiqués du PPAC où ils ont dit clairement qu'il n'était même pas informé, etc. Le procès lui-même, il est mis en cause. Il subit les effets. À un moment, voilà, il subit les effets. Mais oui, il subit les effets, mais justement, il conteste. Et donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, moi, je pense qu'en nous appuyant sur cela, c'est d'autres politiques qu'on peut régler toute cette question-là. Parce que si on reste dans le judiciaire, la justice ivoirienne dit « Monsieur a été condamné à 20 ans ». Il n'y a pas deux justices. C'est la même qui est là. Donc qu'on le reconnaisse, qu'on reconnaisse la décision ou pas, qu'on reconnaisse le tribunal ou pas, la décision c'est un fait. Donc passons dans le domaine politique, c'est tout. Vous me passez une belle transition. Passons à la pause, messieurs. On va poursuivre le débat juste après. Port autonome d'Abidjan, une référence internationale. La SODEMI, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. Retour sur le plateau de NCI 360 de la deuxième partie de cette émission. Nous allons évoquer la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui est au centre de la polémique finalement, considérée comme le bras judiciaire, l'alternative à la CPI pour que les Africains soient jugés par les Africains eux-mêmes. La juridiction de l'Union africaine voit à ce jour 4 des 10 pays dont l'État siège, à savoir la Tanzanie, avoir ratifié la déclaration de compétences, claqué la porte. Pourquoi s'arrêterait en cascade ? Quel impact sur la vingtaine de pays sur le continent qui hésitent encore à adhérer au protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples? Que faire? Un sujet de Tim Dandier vous est proposé, messieurs, on en parle juste après. Mauvais temps pour la CADHP, Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. En activité depuis 2006, le bras judiciaire de l'Union africaine basé à Arusha en Tanzanie, qui découle du protocole de Ouagadougou en 1998, voit se réduire comme une peau de chagrin
la courte liste des pays africains ayant accepté d'adhérer au protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Alors que les critiques envers la CPI, Cour pénale internationale, sont récurrentes sur le continent, où les appels à ce que les Africains soient jugés par des Africains se multiplient, la CADHP, qui aurait pu faire figure d'alternative, est aujourd'hui plus fragile que jamais. En cause, la vague de retrait de pays ayant ratifié la déclaration de compétences. Sur ces pays au nombre de 10, ayant ratifié la déclaration facultative, permettant l'extension de la saisine, 4 à ce jour se retirent. Ce sont notamment le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Tanzanie, pays siège de la juridiction, et le Rwanda, dont le président Paul Kagame était à l'époque le vice-président de l'Union africaine et président de l'Organisation panafricaine, 2 ans plus tard. À l'origine de ces retraits, des ordonnances prises par la Cour relatives à des affaires internes, considérées respectivement par Kigali, Cotonou, Abidjan et Arusha comme une immixtion dans des affaires intérieures et une atteinte à la souveraineté nationale. Président à l'époque d'une organisation ivoirienne de la société civile qui avait saisi la Cour contre l'État de Côte d'Ivoire, l'enseignant-chercheur Dr Arsène Nénébi, joint au téléphone, se prononce. Ce retrait en cascade signifie simplement qu'il existe un problème profond entre la Cour africaine et les États qui sont censés protéger les droits de l'homme. Quand on prend la majorité des cas où les États se sont retirés, on se rend compte que les États estiment que la Cour africaine a porté atteinte à leur souveraineté. Et de l'autre côté, la Cour africaine estime que les États ne veulent pas appliquer simplement la décision. Quand on essaie de faire une comparaison entre les décisions rendues par la Cour africaine et les décisions rendues également par une cour régionale, en l'espèce la Cour de justice de la CEDEAO, on se rend compte que la Cour de justice de la CEDEAO procède par une certaine prudence, une certaine diplomatie, en laissant le soin aux États eux-mêmes de prendre les mesures nécessaires à corriger les violations constatées. Mais s'agissant de la Cour africaine, on se rend compte que la Cour fait une injonction aux États. Et parfois, effectivement, ça peut laisser penser au fait que la Cour entre dans ce qui est convenu d'appeler le domaine réservé des États. Des juristes estiment que la reconnaissance de compétences de la Cour est par nature facultative, dans la mesure où elle était mise en vertu du pouvoir discrétionnaire de l'État, et qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, par exemple, qui s'est engagé librement, est tout aussi libre de retirer son engagement. Quoi qu'il en soit, déjà peu nombreux à avoir fait la déclaration de compétences, seulement 10 sur 30 pays qui ont ratifié le protocole sur 55 États membres de l'Union africaine, cette vague de retrait de protocole inquiète. De l'avis de Maître Fatsa Ougergouz, ancien vice-président de cette juridiction, la Cour court le risque de la paralysie, étant selon lui de nature à décourager de nouvelles déclarations et inciter les autres États qui l'ont accepté à retirer leurs déclarations. Pour être très factuel, monsieur, dans le cadre des affaires à Javon au Bénin, Guillaume Sauran en Côte d'Ivoire, les États avaient estimé que la Cour s'était immiscée dans les affaires intérieures. Est-ce que c'est votre sentiment? Est-ce que, comme vous venez d'entendre dans le reportage, vous avez l'impression que la Cour court vers sa fin? Geoffroy Kao. Non, je ne le pense pas. Je pense que le problème, c'est au niveau des États. Regardez bien. Dites-nous. La Cour africaine des droits de l'homme fait partie de ce qu'on appelle le système de l'Union africaine. C'est le bras judiciaire de l'Union africaine. Le bras judiciaire de l'Union africaine. Et l'Union africaine, c'est 55 États. Et sur les 55, il n'y a que 34 qui reconnaissent, n'est-ce pas, et qui ont ratifié le traité de la Cour. Et au niveau de la déclaration, vous l'avez dit tout à l'heure, ils étaient 10 sur 55. Ils sont maintenant, je crois, 6. Il y a 4 qui sont sortis. Ça pose un problème du rapport de ces États avec les droits de l'homme. Nous sommes dans des États où les droits de l'homme sont abondamment proclamés, insuffisamment protégés et copieusement violés. Merci. Le retrait des États fait suite à quoi? À des procès auxquels ils ont participé et ils ont succombé. La bonne foi veut quoi? Que lorsque vous succombez, vous reconnaissez. On reproche à M. Laurent Gbagbo d'avoir succombé à un procès et de ne pas reconnaître. Or, l'État de Côte d'Ivoire lui-même a succombé à un procès. Et comme réponse au procès, l'État de Côte d'Ivoire se retire de la déclaration. C'est-à-dire, prive ses citoyens et ses ONG de la saisine de cette Cour. Mais ça pose encore un autre problème. Lequel? De constitutionnalité. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la Cour africaine des droits de l'homme fait partie du système de l'Union africaine,
prévue par la Charte africaine des droits de l'homme. Or, et c'est là l'analyse pertinente, quand vous prenez la Constitution du 8 novembre 2016, dans son préambule, exact. La Côte d'Ivoire dit ceci. Nous, peuple ivoirien, nous déclarons nous reconnaître dans des valeurs telles que proclamées par la Charte africaine des droits de l'homme et ses protocoles additionnels, par la Déclaration universelle des droits de l'homme, etc. Le 48 et autres. Du strict point de vue du droit, la Charte africaine des droits de l'homme, parce que, inscrite dans la Constitution ivoirienne, fait partie de ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. Autrement dit, à valeur constitutionnelle. Exact. Ne pas reconnaître, avoir des conséquences. Une décision prise par une institution membre de l'Union africaine, donc chapeautée juridiquement par la Charte africaine des droits de l'homme, la Côte d'Ivoire s'inscrit dans un acte anticonstitutionnel, viole sa propre constitution. Et l'additif que je voudrais me permettre, c'est qu'il s'impose là une révision de notre constitution pour qu'on enlève dans le préambule le lien, parce qu'on a, on a fait référence non seulement à la Charte africaine, mais à la Déclaration universelle des droits de l'homme. On a inscrit ça dans notre préambule, donc dans le corpus constitutionnel. C'est inscrit dans notre constitution. C'est pour cela que c'est dangereux. Cher ami Ali, je voudrais dire que pour nous qui défendons les droits de l'homme, on a peur. On a peur parce que pourquoi hier nous nous sommes mobilisés pour que la Cour pénale internationale existe? Parce que dans nos États, on a affaire à des chefs d'État qui ont tout pouvoir et qui frisent même vers la dictature. Donc, les organisations de défense des droits de l'homme ont les instances internationales comme moyen de recours pour que tous les dictateurs présents rendent compte d'eux-mêmes. À l'évidence, les chefs d'État africains ont peur de rendre compte, non seulement à leur propre peuple, mais également à la justice. Mais est-ce que c'est vraiment de leur faute aussi? Les grandes puissances, comme les États-Unis, n'ont pas ratifié le traité de Rome, n'ont pas ratifié la CPI, par exemple. Il y a des États, la Chine, etc., qui ne veulent pas reconnaître. Donc, même la Russie s'est retirée également. Donc, il y a un problème réel. Et moi, je pense que ça ne peut pas se régler avec les chefs d'État. Il faut que les peuples se lèvent. Quand on dit la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, c'est au peuple d'imposer... Ce sont les chefs d'État qui représentent le peuple. Oui, mais on peut le leur imposer. Parce que, évidemment, par les mobilisations. D'accord. On a fait du lobbying pour qu'aujourd'hui la Charte africaine soit, par exemple, ratifiée, et même la Cour pénale internationale. Donc c'est du boulot pour nous. À la fin, moi, je veux dire qu'aujourd'hui, sur 10 pays, 4 sont sortis, il reste 6. Bon, ça n'a pas encore la moitié, ce n'est pas en cascade, il ne faut pas désespérer. Mais je souhaite que pour les 30, les 20 qui restent aussi ratifient, et qu'il y ait davantage de pays qui fassent la déclaration de compétences complémentaires en souhaitant que la situation à la Côte d'Ivoire puisse être réglée. D'autant plus que, pour ce que je sais, ces dernières années, la Côte d'Ivoire a eu un bon commerce dans l'ensemble avec la Cour. Moi, je voudrais noter que la CEI qui est là a plus ou moins reçu le sceau de la Cour. Ça, il faut le dire. Oui, il ne faut pas oublier de le dire parce que lorsque, à la fin du mandat ou la mise en place de la CEI actuelle, le gouvernement a voulu mettre en place une nouvelle CEI, il a affirmé s'être servi des recommandations de la Cour africaine des droits de l'homme. C'était ce qu'il avait dit à l'époque. Donc le gouvernement s'en est prévalu. Et je pense que cette posture a été appréciée par la dite Cour. N'empêche que d'autres acteurs ivoiriens ont encore contesté la nouvelle CEI et demandé des mesures provisoires pour empêcher sa mise en place. Ils n'ont pas été entendus. C'est ainsi que la CEI a été mise en place et par la suite, il y a eu une observation sur des représentations. C'était des questions de détail et il me semble que le gouvernement a résolu la question. Donc, il fut une période où cette cour-là a pris des positions qui ont pu avancer, à favoriser et permettre au gouvernement d'avancer. Et je crois que l'opposition, d'ailleurs, sur la question, de mon point de vue, a manqué de sagesse parce que lorsqu'elle a continué de contester la Commission électorale indépendante pour justifier sa posture relativement au boycott actif et au Conseil national de transition, elle a méconnu des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et il faut pouvoir le dire suffisamment. Et le gouvernement aurait pu, justement,
rappeler cette opposition à cette décision. Ensuite, nous avons connu les affaires Guillaume Soro et Laurent Gbagbo. Moi, n'étant pas spécialiste, pas juriste, il me revient que sur la question Guillaume Soro, relativement à la procédure, je peux me tromper. Le gouvernement, sans donner l'impression, au moment où il s'apprêtait à sortir, sans donner l'impression d'avoir accepté l'injonction de la Cour, a pu initier une procédure différente concernant Guillaume Soro et abandonner une qui avait été déjà engagée et à laquelle la Cour demandait de mettre fin. Et une autre procédure a été engagée contre Guillaume Soro pour aboutir au procès que l'on a vu. C'est que la goutte qui a fait peut-être déborder le vase, c'est la question du président Laurent Gbagbo, mais en même temps que celle de Guillaume Soro. À l'époque, c'était d'ailleurs des mesures provisoires. Le problème qui s'est posé par la suite, c'est qu'on n'a jamais connu de débat dans le fond et ces mesures-là aujourd'hui restent provisoires et la Côte d'Ivoire est sortie. On ne sait pas ce que la Cour aurait dit dans le fond. Est-ce que dans le fond, au-delà des mesures provisoires, la Cour n'aurait pas donné raison à la Côte d'Ivoire? Il faut déplorer cette situation et espérer qu'une conjoncture nouvelle se présente pour que la Côte d'Ivoire reprenne son leadership dans la matière parce qu'elle a pu avoir des moments où ses arguments ont prospéré devant cette Cour. Et comme elle n'a rien à cacher, que les choses se passent, de mon point de vue, de façon acceptable, que des arguments existent pour défendre des positions, il n'y a pas lieu d'avoir peur de cette Cour, de mon point de vue. Docteur Tawa? Alors moi, je voulais remarquer que si les démissions en cascade continuent, et d'ailleurs, pour la Tanzanie, ça m'étonne. Oui, c'est la Tanzanie qui abrite l'institution. Accord de siège, ainsi de suite. Alors, la compétence contentieuse de la Cour, là, est en danger. Alors, et est-ce que, peut-être, je pense que aussi que les États sont un peu de mauvais perdants. C'est ça, exactement. C'est de mauvais perdants. Oui. Parce que la Cour, il ne faut pas qu'on s'attende à ce que la Cour dise toujours ce que veut l'État. Le principe de la justice. Au plan interne. Voilà. Le principe de la justice, il faut aussi être élégant pour accepter la décision de la justice. Et puis en plus, pour les questions de droits de l'homme, ceux qui dirigent l'État, il faut qu'on se rappelle qu'en réalité, les instances de droits de l'homme ont vocation très souvent à protéger les opposants. Mais ceux qui sont au pouvoir, c'est des éventuels opposants de demain. Et c'est à ces coups-là qu'il va falloir recourir pour pouvoir se faire reconnaître cette droit. Hier, tout le monde recourait aux décisions internationales. Vous avez terminé? Je pense que brandir chaque fois, et c'est là aussi les États, quand ils sont en difficulté, ils vont courir derrière la souveraineté. Non, on ne met pas en place une organisation internationale pour finalement la rendre inaudible. Donc il revient peut-être à la conférence des chefs d'État de revoir effectivement les actes peut-être il faut fondateurs de la Cour. Un dialogue franc entre la Cour et les États. D'accord. Il faut que la Cour demande aux États que voulez-vous de la Cour. Absolument. Oui. Je prends vos avis, Landry, Arthur, et on passe au dernier sujet. Allez-y, Arthur. Bon, moi déjà, je suis tout à fait d'accord avec Tawa. Les États sont des mauvais perdants. Ceux qui sont sortis après avoir perdu des procès. Et ça, ce n'est pas une attitude honorable. Un État ne se comporte pas comme ça. Ils ont tellement l'habitude à l'intérieur d'avoir des justices qui ont peur de les condamner, que quand une fois ils se retrouvent avec une justice qui les condamne, ils sont dépassés. Et ça, c'est mauvais. Mais au-delà même de la Cour africaine, ça pose la question de l'intégration africaine, du panafricanisme dont on parle. Nous ne sommes pas prêts. La Cour, ce n'est qu'un exemple. Mais regardez, depuis que les textes de l'OUA ont été créés, il ne doit pas avoir de visa entre nous. Mais il y a des visas. On a ici, la dernière fois, je parlais avec une autorité qui dit, mais la Côte d'Ivoire n'applique pas son texte qui dit que, avant que, par exemple, quand quelqu'un cherche un emploi, il faut d'abord finir avec les Ivoiriens. Je dis, mais comment on veut construire l'Union africaine? Vous êtes encore sur ces textes-là. En fait, est-ce qu'on est prêt à l'Union africaine? Parce que si on veut faire l'Union africaine, là, ça suppose qu'on abandonne une partie de notre souveraineté, qu'on confie à l'Afrique. C'est en ce moment-là qu'on construit l'Afrique. Mais il n'y a pas de visa. La Cour dit fais ça, on dit non. La CEDEAO fait sanction, on dit souveraineté. Mais on ne peut pas construire l'Afrique comme ça. Si on décide, en Europe, là, la France, l'Allemagne, qui sont puissants,
Si la Cour européenne des droits de l'homme condamne souvent les gars, là, c'est même les gars dans les transports. Rien que parce que la SNCF lui a pas fait des trucs, il va saisir la Cour européenne qui impose à la France, à l'Allemagne, à ces grands États-là, qui appliquent. Ce sont des tous nos États de balle là, quand on leur envoie des trucs, mais si nous, on n'adore pas notre fétiche, qui va l'adorer? Attention à vos expressions, pas État de balle. Attention, quand même. Sur un plateau sérieux, vous n'allez pas dire ça. Oui, ça, on vous a bien compris, oui, mais attention. Si on veut construire une intégration africaine, il faut qu'on accepte que les institutions africaines soient des institutions qui ont une partie de supranationalité. D'accord, on vous a bien compris. Landry ? Je vais terminer simplement, parce que même sur les visas, les droits de douane, la reconnaissance des diplômes, toutes ces questions qui doivent banaliser au quotidien notre vie africaine ne le sont pas. Donc on n'est pas prêt pour ça. On chante, mais quand il faut l'appliquer là, on n'est pas prêt pour ça. Vous allez le dire quand on va parler du panafricanisme les prochaines fois. Landry Couillon, on termine avec vous sur ce sujet. D'accord, merci bien pour la parole. En fait, dans tous les cas de figure, en tout état de cause, il est évident que nous avons affaire à des États qui sont plus ou moins méfiants sur la question des droits de l'homme parce qu'on a pertinemment conscience qu'en interne, quel que soit le régime ou le pouvoir politique en place, on a plutôt tendance à ne pas être très regardant sur la question. Déjà, même regarder le manque de succès que remporte le droit administratif dans nos États, alors que le droit administratif confronte l'État à la puissance publique, aux citoyens. Ce droit, il est quasiment inexistant dans nos États. Cela prouve même le déficit que nous avons entre-temps. Et pour moi, cette cour, elle est pertinente. Parce qu'elle n'est pas que d'ordre politique. Les droits de l'homme ne sont pas que d'ordre politique. Elle est d'ordre écologique, environnemental, culturel, religieux et dans tous les domaines de la vie de l'homme. Or, les peuples africains et les communautés connaissent des difficultés en cette matière-là. Lorsque vous avez des sociétés internationales qui viennent exploiter votre sous-sol alors qu'il n'y a aucun retour qui vous est donné, lorsque, au point de vue culturel, certains groupes ethniques se voient disparaître parce qu'il y a carrément un véritable génocide culturel qui se fait. On a donc cet instrument-là, juridictionnel, qui peut aider à régler ou à poser ou à convoquer certaines réflexions et à pouvoir apporter des solutions pertinentes. Pour ma part, il ne faudrait pas que pour des questions factuelles, contextuelles, qui relèvent de certaines personnes, de certains conflits entre individus qui sont d'ordre politique et électoral, on ait à mettre en danger l'existence de cet instrument formidable-là, qui peut aider franchement les peuples africains à connaître un bon qualitatif dans leur rapport avec l'État, mais aussi dans leurs conditions de vie. Alors j'ai entendu un analyste, je vous le dis rapidement avant de passer au sujet, j'ai entendu un analyste au moment où le cas Guillaume Soro faisait la une de toute la presse qui disait il faut s'interroger sur le mode de choix des juges qui siègent au niveau de la Cour africaine parce que certains auraient des accointances avec des politiques dans les pays qui se sont retirés. Ça, c'est un autre débat qu'on ne va pas refaire. Certainement, oui. C'est-à-dire que si le cas Guillaume Soro, dont on a beaucoup parlé en estimant qu'il était un peu en accointance avec le juge Oré, qui est un ami, parce que j'ai été en Tanzanie grâce à lui d'ailleurs, est-ce que dans les autres pays, c'était pareil? Est-ce qu'en Tanzanie, est-ce qu'au Bénin? Non, je veux dire que ça, ce sont... Et puis d'ailleurs, tous les juges ont des parents. Tous les juges, ils ont des amis. Et puis, ils disent le droit. C'est une très belle figure. C'est une très belle figure. Effectivement, qu'on soit juge ou quelle que soit la fonction qu'on occupe, on a des parents. C'est parfait. Allez, messieurs, entre les autorités de la transition au Mali et les Nations Unies, le divorce est désormais consommé, vous le savez. L'opération de stabilisation et de maintien de la paix dans le pays, officiellement créée en avril 2013, est composée de plus de 11 000 militaires et 1 600 policiers envoyés par plus de 55 pays, dont la Côte d'Ivoire, a pris officiellement fin vendredi dernier. Réuni le même jour, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité la résolution mettant un terme à la mission. Mieux, les casques à bleus cessent depuis hier, 1er juillet, toute activité pour organiser leur départ d'ici le 31 décembre prochain, date devant officialiser la fermeture de la MINUSMA. Un récapitulatif de cette actualité avec Thiem et Dandier, on en parle juste après. Divorce désormais consommé entre les Nations Unies et Bamako. Vendredi 30 juin 2023, le Conseil de sécurité des Nations Unies approuvait la fin immédiate de la MINUSMA, la mission des casques bleus au Mali, avec un départ accéléré sous 6 mois. La résolution adoptée à cet effet, à l'unanimité, met un terme à la mission le même jour et stipule qu'à partir du 1er juillet, les casques bleus cesseront leurs activités pour organiser leur départ d'ici au 31 décembre, date devant officialiser la fin de la mission déployée dans le pays depuis 2013
pour appuyer le processus politique dans ce pays et protéger les civils. Cette décision fait suite au souhait du gouvernement de transition malien, dont le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, réclamait le 16 juin dernier, soit à 2 semaines de l'échéance du renouvellement de la mission, le retrait sans délai, de la force des Nations Unies. Le réalisme, dira-t-il, impose le constat de l'échec de la MINUSMA, dont le mandat ne répond pas aux défis sécuritaires. Ce divorce, faut-il le relever, intervient dans un contexte de tension entre les militaires au pouvoir et l'organisation onusienne, et alors que le pays est toujours confronté à une grave crise sécuritaire. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali a été créée dans le sillon de l'intervention militaire française de janvier 2013. Déclenchée par le président François Hollande, à la demande des autorités maliennes, l'opération Serval a permis de contrer l'avancée d'une coalition touareg et d'islamistes radicaux vers Bamako. Mais alors que de graves menaces sécuritaires persistent, notamment dans le nord, le président par intérim, Dioncounda Traoré, demande à l'ONU la mise en place d'une opération de stabilisation et de maintien de la paix dans le pays, officiellement créée le 25 avril 2013. La force mise en place est à l'époque composée de 11 700 militaires et 1 600 policiers, envoyés par plus de 55 pays dont la Côte d'Ivoire, dont des soldats sont tombés au service de la paix chez le voisin malien. Depuis 2015, la MINUSMA détient le triste record du plus grand nombre de pertes humaines au sein des missions de l'ONU, devant l'opération au Darfour. Au 30 juin 2023, l'organisation comptabilise 174 personnels morts dans des attaques depuis le début de la mission, il y a 10 ans, dans un pays où se retrait sonne également la mise en berne des accords de paix d'Alger. Oui. Messieurs, est-ce que vous avez le sentiment, chacun en ce qui vous concerne, que la MINUSMA a échoué au Mali, Dr Tawa? Est-ce qu'on peut parler d'échec? On va peut-être revisiter... Quelle analyse faites-vous donc de ce retrait de la MINUSMA au Mali? Le retrait de la MINUSMA, alors moi je pense que, je ne sais pas quelle est la logique de Goïta, mais vous savez, quand la MINUAR s'est retirée du Rwanda, quelques années après, on était tous vent debout contre les Nations Unies, contre les Occidentaux, parce qu'ils ne sont pas intervenus, parce qu'ils se sont retirés. Et puis il y a eu le Rwanda, il y a eu ce génocide. Le génocide de 1994, oui. Et c'est sérieux. Alors, le terrorisme est une question de sécurité, on va dire, internationale. Et le Mali, aujourd'hui, qui fait face à ce problème, ne peut pas, je ne sais pas, sur un coup de colère, demander... Alors, on peut peut-être accepter que le Mali demande à la France de partir, aux Allemands de partir, mais la MINUSMA, c'est le visage de la communauté internationale. Donc, demander à ce qu'elle parte, alors qu'on n'a pas l'assurance de ce que le Mali est capable, finalement, de contenir toute cette ruée djihadiste. Je pense que, attention à Goïta, il y a une forte responsabilité devant l'histoire. Il y a la responsabilité de protéger, qui fait que l'État, bien sûr, a la première responsabilité en la matière, mais la communauté internationale ne peut pas et ne doit pas regarder le Mali et finalement céder malheureusement comme ça, j'ai failli dire au désirata du Mali. D'accord. Vous posez une question fondamentale. Oui. Est-ce que le Mali a les moyens de se sécuriser, de s'auto-sécuriser sans la MINUSMA? On va poser la question aux spécialistes des questions de défense et de sécurité. Arthur Banga, comment vous analysez ce retrait de la MINUSMA au Mali? Je n'étais pas surpris. Déjà, il faut comprendre que la MINUSMA travaillait dans de très mauvaises conditions. Et que déjà, le débat de la poursuite ou pas de la MINUSMA se posait. Il y a plein de pays qui étaient là contre. Voilà, au sein de la MINUSMA. Le Mali ne fait que surfer sur un vrai questionnement. On partait même sur une MINUSMA politique. Pourquoi? Parce que le soutien aérien dont bénéficiait la MINUSMA en premier était celui des Barkhane. Quand il est parti, les conditions de vol, etc., que imposait, souvenez-vous, la Côte d'Ivoire avait déjà décidé de retirer, et dans cela, le chef d'état-major avait expliqué qu'on avait des conditions plus difficiles de travail. Ensuite, l'ambiance elle-même, elle n'était pas bonne. Après, aujourd'hui, la capacité de l'État malien, bon, je suppose qu'ils ont fait des calculs qu'ils font, mais quand on voit que les villes qui ont été cédées, par exemple, après le départ de Barkhane, sont les villes théâtres de combat entre l'État islamique et le JNIM, en toute absence de l'armée malienne, on peut se poser des questions. Mais le plus grave, c'est les violations des droits de l'homme. La MINUSMA était la seule, pour l'instant, à faire des rapports détaillés sur toutes les violations des droits de l'homme. La MINUSMA était la seule
à imposer ou à tirer vers l'accord de paix d'Alger, il n'y aura plus de MINUSMA, donc il n'y aura plus de surveillance en fait, des droits de l'homme. Donc on pourra avoir une violation sans retenue. Il y a des élections, la MINUSMA allait faire de l'observation et de l'accompagnement dans les élections. Aujourd'hui, il n'y a pas. On perd des choses. Mais après, ça justifie quelque chose que j'ai toujours dit. Chaque pays a sa souveraineté. Les Maliens, dans leur souveraineté, ont décidé le départ de la MINUSMA. C'est à eux de l'assumer, de montrer qu'ils méritent. Ils pourront le faire, même si, dans ces conditions, ça risque d'être difficile. Après, je pense qu'ils ont calculé eux-mêmes et qu'il faut peut-être essayer de leur faire confiance ou au moins leur accorder les bénéfices du doute sur la question. André ? Déjà, je voudrais que l'on puisse s'incliner et saluer la mémoire des 174 personnes, dont des Ivoiriens. Dont des Ivoiriens. 8 Ivoiriens. Qui ont perdu la vie au Mali. Ce sont des personnes qui se sont engagées pour un idéal. L'idéal, c'est que dans tout pays, n'est-ce pas, comme le Mali, on puisse travailler à ce qu'il y ait la paix entre les populations. Quand les uns et les autres évoquent la question de l'échec de la MINUSMA, il faut d'abord interroger son mandat. Qu'est-ce qu'elle était censée faire et qu'elle n'a pas pu faire qui pourrait être un échec? Le mandat de la MINUSMA tourne autour de 2 éléments fondamentaux. Le premier porte sur l'appui stratégique et tactique que la MINUSMA apporte dans la réalisation du projet de paix, de l'accord de paix et de réconciliation au Mali, mais aussi pour ce qui est du gouvernement de transition. L'accompagner donc en une démarche politique. C'est en cela que cette mission est multidimensionnelle. Dans le deuxième acte... Et il est bon de préciser que la MINUSMA n'avait pas pour vocation de lutter contre le terrorisme. Pas du tout. C'est pourquoi je reviens à ça. La seconde chose, c'est de pouvoir apporter aussi son appui à l'effet de protéger les populations civiles contre les violences terroristes, les violences intercommunautaires, parce qu'il ne faut pas le cacher. Les violences intercommunautaires comptent pour beaucoup au niveau du Mali, mais aussi à travailler à ce que, au niveau du centre même de ce pays-là, donc zone très vaste, les différentes infrastructures sociales soient mises à la disposition des populations. Chaque 3 mois, donc de manière trimestrielle, des missions d'évaluation étaient faites. Est-ce qu'on a ces rapports-là, de sorte qu'on puisse faire ressortir des éléments d'appréciation quant à dire si elle a échoué ou pas? En tout état de cause, les Nations Unies ont pris acte et ont décidé de faire droit à la demande du gouvernement malien quant à pouvoir se retirer. Donc jusqu'au 31 décembre, ils se seront partis. La question qui se pose aujourd'hui est celle de savoir, est-ce que le Mali, qui a une énorme responsabilité, qui ne tient pas qu'au niveau de ses frontières, mais au niveau sous-régional, est-ce que le Mali est en capacité de contenir la menace? Vous répondrez quoi si on vous posait la question? Je ne suis pas au Mali. Ils disent que l'armée monte en puissance. Certainement qu'ils ont prévu remplacer ce déficit de 13 000 soldats et policiers par une présence haute, d'autant plus qu'ils disent qu'il n'y a aucune présence de Wagner. Certainement qu'ils vont pouvoir recruter. Mais si on recrute des gens, il va falloir les former, il va falloir les équiper. Et nous espérons, parce que d'un point de vue politique, d'un point de vue international, d'un point de vue de l'histoire, la junte a une énorme responsabilité. Si ce pouvoir se fonde, et je ne le souhaite pas, si se fonde qu'il y a des répercussions ailleurs, dans d'autres pays frontaliers, ils vont pouvoir assumer cela. Dans tous les cas de figure, c'est en toute responsabilité que le Mali décide de faire partie de la MINUSMA. Nous souhaitons qu'il dispose des moyens à l'effet de pouvoir rassurer les populations, autant au Mali qu'ailleurs dans les pays. D'accord. Monsieur Koulibaly nous appelle du Mali, justement, de Ségou précisément. Monsieur Koulibaly, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Quelle est votre analyse? Effectivement, c'est pour vous assurer qu'aujourd'hui, les militaires maliens sont capables d'assurer le territoire du Mali, aujourd'hui. Très bien. Je suis malien. Oui. Je vis dans la brousse. Oui. J'ai vu ce qui s'est passé avant. Et maintenant, je connais la réalité. Donc pour vous, la MINUSMA était un problème et c'est bon que la MINUSMA se retire? Pour moi, la MINUSMA n'a pas joué son rôle. Quel était son rôle selon vous? Lorsque on voit la MINUSMA, c'est pour protéger les Maliens. C'est cela? Oui. Mais la MINUSMA n'a pas pu protéger les Maliens. Et aussi, je remercie Atir Banga d'être modéré pour cette fois-ci, pour la première fois. D'accord, très bien. Vous allez l'inviter à Ségou? Oui. Et il va venir à Ségou, ne vous inquiétez pas. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Koulibaly, de nous avoir appelé depuis Ségou.
Alors, Geoffroy Koro, allez-y. Oui, vous avez dit tout à l'heure quelque chose d'intéressant en donnant la mission de la MINUSMA. La MINUSMA, vous l'avez dit, n'est pas au Mali pour lutter contre le terrorisme. Or, le problème du Mali, c'est le terrorisme. Donc, la lutte contre le terrorisme. Le Mali a bien compris que les partenaires étrangers qui sont venus au Mali ne sont pas venus pour lutter contre le terrorisme. Donc, ne sont pas venus pour l'aider à régler son problème. Et si vous remarquez bien, le Mali est dans une dynamique. Avant-hier, c'était Barkhane. Hier, c'était Takuba, c'est-à-dire l'intervention européenne. Le Mali est sorti du G5 Sahel, du multilatéralisme sous-régional, et aujourd'hui, du système des Nations Unies. Parce que tout simplement, comme on le reconnaît sur ce plateau, ils ne sont pas venus pour lutter contre le terrorisme. La seule mission de l'international qui est venue pour lutter contre le terrorisme, c'était l'opération Serval, que tout le monde a salué. Vous comprenez bien. Mais en même temps, il ne faut pas aussi jeter l'anathème sur les opérations des Nations Unies. Parce que n'oublions pas que dans notre sous-région, les Nations Unies ont réussi leur mission, par exemple, en Côte d'Ivoire ou au Libéria. Maintenant, est-ce que les Maliens ont la possibilité aujourd'hui de régler leurs problèmes internes? Les autorités maliennes ont fait un constat, que en fait, le problème auquel ils sont confrontés est interne. Et que les principaux adversaires aujourd'hui qu'ils ont, c'est Amadou Koumfa. Vous voyez, c'est Amadou Koumfa. C'est Yad Agali. C'est-à-dire la Katiba de Bassina et le mouvement pour la libération des Azawad. Et pour les autorités... Oui, non, mais le GSS et autres, pour les autorités maliennes, ce sont des paradigmes géopolitiques inventés par des forces étrangères pour embrouiller les pistes de la lutte contre le terrorisme. C'est dans la logique. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, ils ont les moyens de lutter contre les choses? Je pense qu'ils ont une armée. Ils sont en train de signer de nouveaux partenariats avec la Russie, avec Wagner. Le problème, c'est que Wagner, même aujourd'hui, est en difficulté en Russie et en Ukraine. Est-ce que cela ne va pas négativement jouer sur les décisions des autorités maliennes? Attendons de voir. Alain Wakili? C'est vrai que cela ne fait pas partie des missions de la MINUSMA et de l'ONU, mais moi je dis que c'est parce qu'il y avait 13 000 soldats au Mali, faisant des tâches que l'armée malienne devait faire, que les militaires maliens ont le temps d'aller faire des coups d'État à Bamako. Oui, mais c'est eux qui doivent être là. Les 13 000 là faisaient peut-être les tâches de l'armée malienne, et au lieu que ce soit les Maliens qui le fassent, ils ne l'ont pas fait, ils ont le temps d'aller prendre le pouvoir à Bamako. Maintenant, l'ONU va partir, on espère qu'ils vont occuper le pays et bien le défendre. Un, deux, la question pose un autre problème. Des pays comme la Russie, la Chine, ils auraient pu envoyer des soldats dans cette mission. Ça aurait pu rassurer le Mali. Mais qu'est-ce que la Russie fait? Ils donnent des troupes parallèles. La Russie peut avoir des soldats réguliers de la Russie et puis les mettre dans cette mission. Personne ne l'en empêche, n'est-ce pas? La Chine également, ce sont leurs partenaires. Mais ils préfèrent des actions bilatérales au lieu d'entrer dans un multilatéralisme qui peut être bénéfique pour tout le monde. Cela dit, je veux partager l'optimisme du Malien qui nous a appelés et puis partager la sérénité des autorités maliennes et espérer que les soldats rentreront chez eux. C'est aussi de l'économie pour ces pays-là. Vous voyez, c'était 13 000 personnes qui les payaient. Ce n'est pas le Mali. Donc, ils rentrent dans leur pays. Le Mali se prive d'autant de matériel, d'autant de compétences. Si vraiment ces 13 000 militaires au Mali ne servaient à rien, basta, vraiment. Nous, nos Ivoiriens, là, il faut qu'ils rentrent. On nous dit qu'on était là-bas, on ne servait à rien, on était allé en balade, on n'était pas utile au Mali. Vraiment, ils sont les bienvenus chez nous qu'ils rentrent. Et on souhaite bon retour dans leur pays à tous ces militaires-là, en espérant que vraiment tout se passe bien au Mali. Il me semble que tout le monde a intervenu sur la question, sauf Boga Sako, allez-y. Juste deux observations. Oui, allez-y. La première, c'est de dire, d'abord, c'est une question de souveraineté. Moi, je pense que c'est une décision de souveraineté. On est d'accord. Voilà, ils sont, aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir estiment qu'à un moment donné, ils ne veulent plus de collaboration avec les troupes de l'ONU. Ils prennent leurs décisions. Et puis ils vont l'assumer. Dans notre pays ici, on a connu cela. Le président Laurent Gbagbo avait fait appel
aux Nations Unies, au casque bleu. À un moment donné, quand il a estimé que les forces étrangères n'étaient plus en phase avec lui, il a même appelé à leur départ. Il n'était plus président. C'était dans la crise. Oui, mais je veux dire... Non, bon, ça c'est encore à analyser. Mais s'il vous plaît, monsieur, nous sommes au terme, hein, on ne sait pas maintenant qu'on va polémiquer sur ces sujets-là. Non, c'est qu'il était encore président. Donc, bref, il a fait appel et à un moment donné, il ne voulait plus. Donc, je veux dire qu'aujourd'hui, les Maliens ont fait appel. À un moment donné, ils estiment qu'ils n'en veulent plus. Ils ont fait pareil pour les Français, etc., etc. Donc là, ils prennent les décisions. Mais là où j'ai mal, je disais que j'allais faire 2 observations. C'est la deuxième observation. J'ai l'impression que cette belle émission a été consacrée finalement aux droits de l'homme. Parce que le pôle perdant dans cette affaire, c'est la question des droits de l'homme. Parce que le motif principal pour lequel les Maliens ont demandé le départ de la MINUSMA... Ce sont les rapports? Ce sont les droits de l'homme. La question des droits de l'homme. Parce qu'ils veulent violer les droits de l'homme sans rendre compte à qui que ce soit. Ah, ça aussi, c'est un peu fort. Hein. Non, mais je peux le dire, puisqu'ils disent qu'ils ne veulent pas des rapports, parce que quand ils finissent de commettre les violations, l'ONU vient enquêter. D'ailleurs, même là où c'est à Mouna, où ils ont fait beaucoup de violations, là, ils ne veulent pas que les gens aillent là-bas. Donc, bref, je veux dire que quelque part, c'est la question des droits de l'homme qui est malheureuse dans cette affaire. D'accord. Et moi, je le déplore. Monsieur, à présent, les cartons de la semaine, ce sera juste après ceci. Docteur Tawa, pas de course, est-ce que vous avez des cartons? Oui, c'est bon. C'est bon, vous n'avez pas de cartons attribués? Ah oui. D'accord, allez-y très rapidement. Ils sont pris par le temps. Oui, alors carton vert. À qui? Vous pouvez dire à NCI, hein, par exemple. Si vous n'avez pas de cartons attribués. C'est l'amicale des étudiants, non, des élèves de la terminale A1. Voilà, 98 au lycée Bouillon de Mans. Voilà. C'est votre promotion? Ils m'écoutent là, je leur dis, oui, c'est ma promotion. Ah, d'accord, très bien. Voilà. Carton vert. Mais carton vert aussi, il faut que je fasse un clin d'œil à mon université, à la fac de droit, qui fait un effort. L'université Alassane Ouattara de Bouaké, c'est ça? Bien sûr, pour régulariser l'année. D'accord. Malgré beaucoup Université où intervient également Dr Boga Sako-Gervais. C'est exact, oui. Donc je lui passe la main. Allez-y. Non, merci. Après la plus grande. Enfin, Arthur, on ne va pas rentrer dans cette polémique. Allez-y, Dr Boga Sako. Non, mais je voulais brandir ce soir vraiment un carton vert au dénouement plus ou moins, j'allais dire, apaisé de cette question du retrait du nom du président Laurent Gbagbo de la liste électorale. Et en même temps, ce carton vert-là s'adresse à la FIDOP, ma structure qui, le jeudi, fait une conférence de presse parce que nous voulons lancer une campagne... Vous allez payer un droit pour l'annonce de votre activité, très rapidement. Comment dire, une campagne nationale pour des élections apaisées. Non, c'est même pas de la pub, c'est dans le cadre de la paix. Parce que nous, notre objectif aujourd'hui, là, on est fatigué de se battre. Ce pays a besoin d'un avenir apaisé. Donc, on va faire cette conférence de presse à la mairie de Cocody, ce jeudi, là, pour que toute la Côte d'Ivoire sache que nous avons besoin de paix. Les élections locales, à la vérité, ce ne sont pas des élections où on doit se battre. Ce sont des occasions de fête. Ce sont des mêmes fils de la même région qui compétissent. Moi, c'est pourquoi je ne veux pas qu'on les politise trop. Bien sûr. Et j'ai dit. Landry? Alors, moi, j'ai 2 cartons. Le premier carton était un carton jaune. Pour qui? Pour le gouvernement malien. Alors, on nous dit que cette décision prise quant au départ de la MINUSMA est souveraine, donc intérieure. Mais il faut savoir que la menace terroriste, elle est transfrontalière. Et donc, la Côte d'Ivoire est tout aussi concernée. Donc, on ne peut pas ne pas être très regardant sur la question. Et surtout qu'il y a un départ de 13 000 soldats formés à l'effet de pouvoir remplir des tâches de sécurité et des tâches militaires pointues. On est donc en droit de s'inquiéter. D'accord. Le deuxième carton? Le deuxième carton, c'est un carton vert pour toutes les personnes. Brandissez votre carton, s'il vous plaît. Toutes personnes qui soient en politique ou dans la société civile, qui décident de mettre en berne ou de mettre sous les ténoirs ses propres ambitions et qui décident de s'engager pour des élections apaisées, des élections locales apaisées. Merci beaucoup. Je voudrais vous féliciter Carmi Ouattara du RHDP, Charles Blé Goudé du COGEP. Et je tiens à dire aux uns aux autres de ne pas hésiter à rejoindre cette cohorte-là parce que c'est le bon choix, c'est le bon combat à mener. À la fin, Wakili, vos cartons? Carton en général, vous êtes gentil, vous avez toujours des cartons verts. Oui, je voudrais féliciter Magic System et Assalfon. Ils ont été choisis pour l'hymne de la CAN avec Akouaba et souhaiter que, au-delà de l'hymne pour
les cérémonies d'envergure d'autres chanteurs ivoiriens à côté des Africains de renommée comme Alpha Blondy aussi puissent être intégrés et impliqués. Je carton vert aussi à l'initiative du retour de Gadi Sely et à toutes les parties prenantes qui y œuvrent. Et aussi carton vert pour terminer à la FIF qui a choisi des membres d'honneur. Roger Ouignet, Ginette Ross, Adou Nyangon. Gadi Sely aussi. Oui, des ambassadeurs, Gadi Sely, Didier Drogba et Yaya Touré. Donc voilà, mon carton du jour, ce n'est que des verts. Très bien. Voilà. Geoffroy Kwao, oui, vous avez un seul vert oui, un carton vert pour les élèves. Mais il ne faut pas trop le brandir à côté de la cravate rouge. Ça me fait rappeler un club de Côte d'Ivoire qui avait tout était réuni pour monter en première division. Ils ont tout fait pour rester en deuxième division. C'est parce qu'on se concentre sur la construction du club. Hein. Et Geoffroy, voyez-vous, voilà, je préfère que le carton vert soit loin de votre cravate. Carton vert pour tous les élèves de terminale qui demain, je crois bien, affrontent le bac. Donc vraiment, bonne chance à tous. D'accord. Arthur Banga. Bon, je vais commencer par le vert. Parce que vous en avez tellement, allez-y rapidement. Donc, mon premier carton vert, au nom des populations d'Ayebo, d'Asuba, de Bako, qui on est dans quelle région, le Sud Comoé? Le Sud Comoé, qui remercie le gouvernement d'avoir mis fin à cette décision qui avait été prise d'exclure certains villages de certaines communes. Et donc, je remercie le Premier ministre Patrick Hachi, le SGPR, le ministre de l'Intérieur, qui ont donné le coup de, je pense, non seulement à ces populations de ces 3 villages dont je porte sa parole, oui, mais qui m'a écouté. Je l'appelais tous les matins pour lui dire qu'Ayebo voulait dans la commune et il a accepté, donc je remercie. D'accord, le deuxième carton toujours vert pour le gouvernement et pour la prise de parole du Premier ministre Patrick Hachi lors du sommet de Paris sur la nouvelle architecture, insister sur la place du privé et sur la nécessité de financer les transitions écologiques en Afrique, c'est quelque chose d'intéressant. Je vais reprendre mon carton rouge cette fois-ci, avec beaucoup de fermeté, de façon grave, de gravité, contre cette politique qui vise à exclure des enfants du système scolaire. Ali, la catégorie collège du lycée Simone Eivé de Yopougon, sur un peu plus de 3000 élèves, il y a 550 au moins qui seront renvoyés. Exclus. Pourquoi? Ils n'ont pas de bons résultats? Souvent, ils ont 9,99 parce qu'ils ont repris, on les renvoie. Mais on les renvoie où? Et depuis que cette politique inique, qui consiste à prioriser des matières, a été mise en place, le nombre d'exclus a explosé dans les écoles. Tu demandes même au ministère de l'Éducation nationale de donner le but. Mais faites des enquêtes. Ils peuvent être inscrits ailleurs, ils sont hors du système. Exclus. D'accord. Ah bon. S'ils doivent être inscrits, c'est leurs pauvres parents qui vont encore payer des collèges quand ils en ont. D'accord. On met des enfants c'est contraire à notre constitution, c'est contraire à toute la politique du gouvernement. Donc, il faut suspendre les exclusions, surtout quand on met dehors. On ne reconvertit pas les enfants. Un État décide d'exclure ses enfants. La propre Côte d'Ivoire décide de mettre plus de 500 élèves. L'école de la seconde chance. Il n'y a même pas 30 places là-bas. On dit dans ce seul lycée, il y a 500. Bon, on vous a bien compris, Arthur Banga, votre plaidoyer en tout cas a été compris. Mon dernier carton vert, c'est pour le plus grand club de Côte d'Ivoire qui a réussi de doubler Coupe Championnat. Tout à fait. On aurait donné un carton jaune à ce brillant club. Malheureusement, le carton jaune, c'est de dire de faire attention. Donc, carton vert à la SEC d'Abidjan, double vainqueur, qui a fait le doublé cette année, qui vient de remporter effectivement la Coupe nationale. Merci à vous, messieurs. Carton vert à vous, chers intervenants. Docteur Prince Tawa, docteur Bogassako, Landry Couillard, Arthur Banga, Alafé Wakili, Geoffroy Kwao. Merci d'être venus faire le débat, messieurs. C'est ce qu'on demande à toutes celles et ceux qui veulent participer au débat constructif en Côte d'Ivoire pour faire avancer notre pays. Merci à vous, chers téléspectateurs et internautes. Vous étiez un peu plus de 6000 ce soir à nous suivre. Wow. Merci beaucoup. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de NCI 360. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Merci, Ali. Port autonome d'Abidjan, une référence internationale. Cette émission vous a été présentée par la SODEMI, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien.